savoir qu'il y a un processus qui est enclenché, un processus de rapprochement entre les États de la région, les États respectueux des souverainetés étatiques et du droit international, et que ce processus eh bien, n'est pas prêt d'être stoppé. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire de géopolitique intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec comme thème un passage en revue de 4 dossiers qui sont véritablement au centre des préoccupations de la région. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont 4 points importants. D'abord, le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, le point sur les accords d'Abraham, et aussi un sujet qu'on aborde assez rarement, mais qui est quand même assez important, les négociations entre Israël et le Liban sur leurs frontières maritimes communes, qui est en fait disputée, et qui est une négociation qui est arbitrée par les Américains. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous en ligne, le docteur Meir Masri. Meir, bonjour et shalom. Bonjour. Meir, après une thèse de doctorat à l'université Paris 8 sur les relations entre Israël et les chrétiens du Liban, vous êtes donc docteur en géopolitique et maître de conférences à l'université hébraïque de Jérusalem avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient. Vous êtes aussi président très actif dans le Middle East Pact, une ONG basée à Paris œuvrant au rapprochement entre diplomates israéliens et ceux des pays du Moyen-Orient. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages et d'analyses sur les problèmes et les phénomènes marquants de cette région, et vous intervenez souvent comme analyste sur plusieurs sites et médias francophones. Alors, premier sujet qui nous intéresse, c'est ce qu'on appellerait, je dirais, les rumeurs, enfin, ou en tout cas, plus que les rumeurs, nombreux analystes, pas forcément israéliens, mais internationaux, américains et autres, ont produit des analyses ces derniers mois, et même peut-être ces 2 dernières années, sur, je dirais, le processus qui a été entamé par Obama. Donc il y a deux administrations précédentes, poursuivies par Trump et repris à son compte en très franc, cette fois-ci, par Joe Biden, de retrait américain du Moyen-Orient. Et ma question, c'est de vous demander si vous partagez ces analyses et si ce retrait américain pourrait être à l'origine, on verra tout à l'heure peut-être, mais c'est quand même une question connexe, du flou et de l'approximation américaine dans les négociations de Vienne, attendu qu'on a l'impression qu'il y a pas mal d'atermoiements. Alors est-ce que c'est justement ce n'est pas là la cause, ce serait pas là la cause profonde de l'ambiguïté américaine ou de la modération, diraient d'autres, américaine vis-à-vis de l'Iran? Bien, alors bonjour d'abord, tout d'abord, cher Richard. Alors, je partage partiellement cette analyse parce qu'on ne peut pas nier que les Américains ont allégé leur présence et cherchent à alléger leur présence dans la région, et qu'il y a un lien indéniable entre cette attitude et le renforcement de l'hégémonie iranienne dans la région, avec toutes les répercussions que cela a sur le cours des négociations autour du nucléaire iranien à Vienne. Néanmoins, je dirais qu'il ne faut pas non plus exagérer cet allègement du dispositif sécuritaire américain dans la région et parler d'un retrait, parce que ce n'est pas le cas tout simplement. Et si l'on compare par exemple la présence américaine à la présence russe, puisque on remarquera qu'il y a 2 seules puissances non moyen-orientales présentes dans la région moyen-orientale militairement, ce sont les États-Unis et la Russie. La Russie dispose d'une seule base militaire, les Américains d'une 60aine de bases. Les Russes n'ont aucun porte-avions, dans l'absolu, ils ont un seul porte-avions qui, en plus, n'est pas actuellement opérationnel en exercice, tandis que les Américains ont plusieurs porte-avions uniquement seulement dans la région moyen-orientale. Donc, on ne peut pas du tout comparer, si vous voulez, la présence américaine à la présence d'une autre force, que ce soit la Russie ou encore la Chine. Certains parlent évoque la présence chinoise, qui est une présence commerciale et qui n'a aucune répercussion pour le moment, en tout cas, sur le rapport de force militaire dans la région. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que les Américains sont là pour rester. Et ils ont des accords de défense avec plusieurs pays de la région, avec 13 parmi les 15 pays limitrophes à la République islamique d'Iran, l'Iran étant encerclé complètement par le dispositif
militaire américain dans la région, malgré le retrait précipité d'Afghanistan, effectivement, et qui a été très très mal perçu et qui a été considéré comme une défaite américaine, même si ce n'est pas du tout précis, puisque le principal objectif de la présence américaine en Afghanistan a quand même été atteint, à savoir l'expulsion d'Al-Qaïda et la fin de la relation entre le régime des talibans et cette organisation terroriste. Mais on ne peut pas non plus dire que les Américains sont en train de quitter la région. Mais il y a un allègement des forces, il y a une politique qui n'est pas cohérente, ça oui, et qui n'est pas du tout crédible non plus, ce qui fait que la dissuasion américaine n'a pas son effet, ne joue pas son rôle, et que cela, bien entendu, contribue à le renforcement, au renforcement de l'hégémonie iranienne. Alors justement, venons-en à notre deuxième dossier qui est connexe, une deuxième question aussi. Alors que Téhéran poursuit les préparatifs de ses premières bombes nucléaires, bombes atomiques, en s'approchant justement dangereusement de ce qu'on appelle le seuil nucléaire, et en fabriquant aussi de puissants missiles balistiques pour les transporter, sans d'ailleurs que ces préparatifs ne fassent l'objet de protestations énergiques de Washington et encore moins des pays européens qui négocient à Vienne. Peut-on considérer justement que l'Iran tient le bon bout du manche, si on peut dire, et est en réelle position de force, non seulement dans les pourparlers de Vienne, on vient d'en parler, mais aussi sur le terrain régional, parce que c'est ce qui compte aussi, en faisant, comme on l'a vu récemment, bombarder à plusieurs reprises des installations socio-économiques de l'Émirat, des Émirats avec lesquels, des Émirats arabes unis avec lesquels Israël est allié, en faisant aussi agir, donc, et ça, ces bombardements, c'est la milice chiite des Houthis qui est aux ordres de Téhéran, et puis aussi en poursuivant sa politique de soutien financier à tous les groupes et milices terroristes, y compris sunnites de la région, puisque à part le Hezbollah chiite, qui est le bras avancé de l'Iran au Liban et au nord d'Israël, il y a aussi le Hamas et le djihad islamique, qui sont des groupes sunnites de Gaza, mais le djihad islamique qui reçoit l'appui logistique, financier et militaire de Téhéran. Alors est-ce que ce double visage, on négocie à Vienne en costume cravate, mais sur le terrain on fait monter la pression terroriste? C'est d'ailleurs un élément qui a été dénoncé par Israël, par les dirigeants israéliens, notamment le ministre de la Défense Benny Gantz. Est-ce que c'est jusqu'où peut aller Téhéran? C'est la question que j'aurais à vous poser. Alors tout d'abord, vous avez raison de souligner le caractère terroriste du régime en place à Téhéran, parce qu'effectivement, ce n'est pas un État très normal. C'est un État d'abord milicien, qui n'a pas d'armée, aussi invraisemblable que cela puisse paraître à vos auditeurs. L'Iran n'a par exemple pas d'armée de l'air, hein, il n'y a pas d'aviation militaire très réduite, disons, très réduite, oui. Disons qu'ils ont des avions qui datent des années 70. Ouais. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc l'Iran a investi dans un programme de missiles très avancé et surtout mise sur les forces, qu'on appelle ça, les forces révolutionnaires. Les gardes révolutionnaires, les Pasdaran iraniens, c'est cela. Les Pasdaran, tandis que l'armée est reléguée au second rang. La République islamique d'Iran ne fait pas confiance tellement dans l'armée du Shah, après le coup de force de 79, et a investi dans un dispositif milicien. Et d'ailleurs, les alliés de l'Iran dans la région sont tous des milices. Je veux dire, l'Iran n'est pas ami avec des États dans la région. L'Iran va aller renforcer le Hezbollah, l'armée, le financer et l'appuyer contre qui? Pour défier qui? Pour défier l'État en place, l'État libanais. C'est la même chose en Irak, c'est la même chose au Yémen. Et en Syrie, ce n'est pas vraiment un État qui est en place à Damas. On sait très bien que le régime vacillant de Bachar el-Assad ne contrôle pas tout le territoire syrien et son allégeance est double, voire même triple, puisqu'il a des relations encore plus fortes avec la Russie qu'avec la République islamique d'Iran. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas tellement dire que l'Iran, la République islamique d'Iran, est un État d'abord, et que cet État a des alliés dans la région, des alliés étatiques, hein, mais ce sont plutôt des milices. Alors, est-ce que cette entité terroriste aujourd'hui est en état de force ou de faiblesse? Alors moi, je dirais que tout dépend de l'échelle sur laquelle on se situe. Dans l'absolu, je ne dirais pas cela. Dans l'absolu, moi, je vois un pays
aux abois, une économie exsangue, un État qui est encerclé complètement à l'échelle internationale. Même des pays qui sont amis avec l'Iran appliquent les sanctions américaines. Je pense à l'Irak, pays à majorité chiite avec présence milicienne importante, le Hajj al-Shaabi, voisin faible de l'Iran. Et malgré tout cela, ce petit Irak respecte partiellement les sanctions américaines imposées par Donald Trump contre l'Iran. Donc j'ai envie de dire que l'Iran, on ne peut pas dire que l'Iran est en position de force, hein, on ne peut pas dire cela. Néanmoins, pour ce qui concerne le dossier sur le nucléaire iranien, là, effectivement, le chantage iranien paye parce qu'on voit qu'il n'y a pas de dissuasion suffisante de la part de la communauté internationale, États-Unis en tête, et que le seul acteur qui joue ce rôle, c'est Israël. Et par conséquent, oui, l'Iran avance, son programme nucléaire avance, son programme nucléaire à caractère militaire. On a aujourd'hui tous les indices qui démontrent très clairement que l'objectif de la République islamique d'Iran est de devenir à court terme un État du seuil, ça veut dire un État capable d'obtenir la bombe atomique lorsqu'il le souhaitera, et deuxièmement, que l'objectif de long terme de cette République, c'est d'obtenir l'armement nucléaire, à l'image d'autres États dans le monde qui ont réussi à l'avoir de cette façon-là. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience internationale, et je suis convaincu qu'Israël fera tout pour empêcher le régime iranien d'obtenir la bombe, qu'Israël a les moyens de le faire et a les alliés nécessaires dans la région pour faciliter une telle mission. Maintenant, la question, c'est quand cela se fera-t-il, dans quelles conditions? Eh bien, tout cela dépendra d'abord de l'issue de Vienne, comportement américain, et puis deuxièmement, de l'état d'avancement des négociations de Vienne. Mais une chose est sûre, c'est qu'Israël ne laissera jamais le régime iranien obtenir la bombe. Et lorsque je dis Israël, j'ai envie de dire qu'Israël représente là plusieurs pays de la région et parle au nom de plusieurs capitales et non pas seulement de Jérusalem. Alors justement, dans ce contexte assez inquiétant du seuil nucléaire presque atteint par les Iraniens et de ce bras de fer qui intervient à Vienne, ce sera d'ailleurs notre troisième dossier aujourd'hui. Que devient l'axe de la paix, comme on l'a appelé, entre Israël et certains pays sunnites modérés de la région qui ont signé il y a un peu plus d'un an et demi l'alliance sans précédent qui s'appelle les accords d'Abraham. Où on en est? Est-ce que ça se renforce? Est-ce que le fait que, par exemple, se crée un lobby au Congrès américain, ce qu'on appelle en anglais un lobby, mais aussi un caucus, un groupe interparlementaire pour soutenir les accords d'Abraham, est-ce que ça fait avancer les choses? La tiédeur de l'administration Biden, qui était de mise les 6 premiers mois, a l'air un petit peu de changer. Quelles évolutions on peut attendre de ces accords d'Abraham dans ce contexte troublé où on entend des bruits de bottes au Moyen-Orient et pas tellement des avancées significatives de paix, à part celles justement des accords d'Abraham? Alors, tout d'abord, moi, je ne parlerai pas d'États sunnites pour la simple raison que parmi ces États amis d'Israël, il y a des pays non sunnites. Je pense au principal allié régional d'Israël dans la région et au premier partenaire militaire d'Israël dans la région, à savoir la République d'Azerbaïdjan, qui est un pays dont l'islam est chiite et dont la population est d'ailleurs culturellement très proche de la population iranienne. Donc, il faut bien comprendre que le conflit régional n'est pas entre sunnites et chiites, n'est pas entre arabes et perses, mais il est entre États normaux, membres de la communauté internationale, respectueux, peut-être pas démocratiques et très respectueux des droits de l'homme pour la plupart d'entre eux, mais ce n'est pas le seul critère d'évaluation d'un État. Il y a aussi le comportement sur la scène internationale, le respect des souverainetés étatiques, du droit international. Et là, nous avons des États qui se comportent en État face à un dispositif milicien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les républiques islamiques d'Iran avec ses alliés régionaux qui sont exclusivement des l'Iran qui se comporte comme un État voyou, en l'occurrence. Bien sûr, et qui est plus une milice qu'un État. Mais il faut savoir qu'il y a un processus qui est enclenché, un processus de rapprochement entre les États de la région, les États respectueux des souverainetés étatiques et du droit international, et que ce processus n'est pas prêt d'être stoppé. Alors, il y a les pays membres de la Ligue arabe. Israël a signé des accords de paix avec 4 États dans la région. Ce processus qui est déjà enclenché, il ne va pas s'arrêter aussitôt, tout simplement parce que la relation israélo-arabe et la relation israélo-islamique de manière plus générale n'est plus un sujet tabou aujourd'hui. Des pays comme l'Indonésie, comme le Pakistan
ne cesse de courtiser Israël et il y a des intérêts communs. Israël ne court pas derrière ces pays pour avoir leur faveur. Ce sont ces pays qui ont besoin d'Israël. Et c'est pour ça que, permettez-moi, cher Richard, de dire que je suis très souvent choqué de voir des personnalités politiques en Israël, même de premier rang, dire que nous avons réalisé un grand rêve en voyant le drapeau émirati sur la tour de la bourse à Tel Aviv. Je cite le président Herzog, que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il y a là une erreur qui est faite parce que ce rêve, ce n'est pas un rêve israélien, c'est un rêve partagé, si j'ose dire. Et Israël n'a pas à courir derrière ces pays. Israël est courtisé par ces États qui ont tout intérêt à ce qu'Israël veuille bien les appuyer et collaborer avec eux. Et la semaine dernière, un accord de défense a été signé entre Israël et Bahreïn, en vertu duquel Tsahal aura un bureau, l'armée israélienne aura un bureau à Manama, la capitale de Bahreïn, et les accords militaires ne cessent de se multiplier avec l'ensemble des pays de la région. Pour toutes ces raisons, je dirais que les accords d'Abraham ne sont pas prêts de s'arrêter. Et un dernier mot, un dernier point, je pense qu'il y a un État clé qui a très envie de se rapprocher d'Israël et qui est en processus de normalisation très lente, c'est l'Arabie saoudite. Et je pense que le principal État avec lequel nous signerons un accord, c'est plutôt l'Arabie saoudite, plus que le sultanat d'Oman, plus que d'autres pays qui y ont appuyé d'une manière très franche le processus d'Abraham. L'Arabie saoudite a intérêt à avoir des relations avec Israël, et c'est le moteur de la Ligue arabe aujourd'hui et de l'ensemble des pays. Et ce serait un tournant historique bien plus considérable que les accords d'il y a 1 an et demi, si une alliance se nouait entre Jérusalem et Riyad, bien entendu. Alors, 4e dossier régional de notre tour d'horizon, c'est cette négociation qui d'ailleurs dure depuis une décennie. Elle a été relancée ces derniers mois, mais elle dure depuis très longtemps entre le Liban et l'Israël par le biais des Américains. Ma question est très simple. Est-ce que le Liban va pouvoir se décider, compte tenu de ses tensions intérieures, ses contradictions intérieures, à signer enfin un traité historique qui trancherait le délicat conflit frontalier maritime avec Israël, où sont en jeu en fait la répartition d'importantes réserves de gaz naturel au large des deux pays, importantes mais tout de même pas à ce point monumental, puisque d'après ce que j'ai pu glaner comme information, on discute sur la partition ou la répartition d'un quadrilatère de 6 km sur 5 de côté, donc c'est pas une immense surface qui représenterait 2% des réserves de gaz israéliennes. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus phénoménal. Alors, est-ce que le gouvernement libanais va pouvoir s'abstraire des tensions intérieures qui sont en fait dues notamment à la place du Hezbollah et l'influence de l'Iran chiite à Beyrouth et sur la scène politique libanaise? Est-ce qu'on va malgré tout arriver à un accord? Et je précise aux auditeurs, et je crois que dans les news ils l'ont appris par eux-mêmes, que ces derniers jours on a soufflé le chaud et le froid sur pour parler. Il y a quelques jours, on a entendu qu'ils allaient bientôt aboutir, et puis les Américains ont démenti, ont dit que c'était pas du tout le cas pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on est près d'un accord? Encore faudrait-il que le Liban ait un gouvernement. Voilà. Alors, moi, je pense que nous ne sommes pas du tout prêts à ratifier notre frontière maritime avec le Liban, tout simplement parce que le Liban ne parle pas d'une seule et même voix, parce que le Liban ne sait pas ce qu'il veut. Au tout début des négociations, la délégation libanaise est arrivée avec une revendication de 860 km². Ensuite, nous avons un petit peu avancé dans les négociations. Ils sont revenus en disant « Ah non, finalement, ils revendiquent 1430 km². » Ils arrivent à chaque fois avec des cartes différentes. Franchement, je pense que d'abord, qu'ils se réunissent entre eux, qu'ils s'entendent sur une même version, qu'ils aient la même revendication, les mêmes cartes, et puis après, nous discuterons. Mais dans l'état actuel des choses, le Liban est extrêmement divisé, l'État libanais est inexistant. Il y a 3 acteurs politiques qui parlent au nom du Liban, un président de la République qui représente une partie de la communauté maronite, un Premier ministre totalement inexistant. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas de Premier ministre au Liban, qui parle au nom des sunnites, et puis enfin, un président du Parlement qui a des prérogatives étendues en vertu du système politique libanais, contrairement à l'écrasante majorité des pays du monde, où c'est une fonction plutôt honorifique, et qui parle au nom du parti des chiites. Mais surtout, nous avons derrière tout ce beau monde le Hezbollah qui tire les ficelles et qui fera tout pour torpiller
les négociations parce que de la même manière qu'il a tout fait pour empêcher qu'il y ait une ratification de la frontière terrestre entre Israël et le Liban, parce que maintenir en vie le conflit entre Israël et le Liban, eh bien, c'est la raison d'être du Hezbollah qui se dit être un mouvement de résistance, même s'il va aller s'engager dans des conflits externes au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Sa raison d'être, c'est la lutte contre Israël, et donc il fera tout pour empêcher cela. Alors les Américains considèrent que le Liban étant dans une crise économique extrêmement importante, il pliera, mais je pense que c'est un petit peu prématuré je pense que nous avons encore de beaux jours de négociations devant nous. Et puis enfin, il n'y a pas de dialogue direct entre délégations israéliennes et libanaises, ce qui complique davantage les choses. Absolument. Et ralentit le processus, puisque ce sont les Américains qui font la navette à chaque fois, à chaque round de négociation. Donc nous sommes, de mon point de vue, loin, parce que les Libanais ne sont pas encore préparés à parvenir avec nous à un accord. Il serait mieux d'abord d'avoir une position commune. Merci Meir Masri de ces éclairages importants qui font le point sur 4 grands dossiers au centre des préoccupations de la région. On vous remercie d'être revenu au studio Kalita et d'avoir consacré du temps à cette émission. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.